La première place aux femmes de Rouffach. La ville de Rouffach était dominée par le château d'Isenbourg, ancienne résidence des rois mérovingiens, que Dagobert II avait donné à l'évêché de Strasbourg. Devenue elle-même propriété des évêques strasbourgeois, la ville tint pour eux contre l'Empire allemand, dans les querelles sans nombre qui ensanglantaient l'Alsace. L'empereur d'Allemagne, Henri IV, s'en étant rendu maître par surprise, les gendarmes d'Outre-Rhin la traitèrent en pays vaincu. Il advint que le matin de Pâques 1105, l'empereur Henri V étant au château, le gouverneur fit enlever une jeune fille de la ville. Au cri que poussait la jeune fille, la mère sortit de sa maison, vit des soldats emporter leur proie, s'élança à leur poursuite, mais entendit la lourde porte du château se refermer sur eux. Frémissante d'horreur, elle courut vers son mari qui travaillait à sa vigne. C'était un bourgeois fort estimé, et qui, bien qu'assez riche, ne savait pas demeurer inactif. Elle lui révéla l'horrible vérité. Pâle comme un mort, debout, serrant les poings, le père fixait sur le château ses yeux pleins de larmes. La mère ne pleurait pas. « Que faire ?» murmura-t-il. « La reprendre tout de suite. »« Ils sont les plus forts. » »« Oui, s'ils ont devant eux des lâches. » La mère redescendit vers la ville. Le père la suivait sans la questionner. Elle alla de porte en porte, appelant et suppliant les hommes. Aux vignerons, aux marchands, aux artisans, elle disait en substance. « C'est notre vie, c'est notre honneur à tous qui est en cause. Vous laisserez-vous traiter comme des bêtes que l'on ravit, que l'on tue? N'avez-vous pas une conscience? N'aimez-vous pas vos enfants comme j'aime le mien? Ne sentez-vous pas que l'outrage dont pleure mon mari vous marquerait d'une honte ineffaçable s'il n'était réparé sur l'heure? Votre cœur s'émeut. Prenez une pique ou une hache et suivez-moi. »« Où donc ?»« Au château. »« Mais l'empereur y est !»« Tant mieux, puisque le vrai coupable, c'est lui. » Les hommes regardaient les hautes tours, les murs épais de 4 coudées, tout ce superbe appareil dont ils connaissaient la force et la cruauté. Ils songeaient aux machines de guerre embusquées derrière les créneaux et aux oubliettes où tant d'angoisse avait été étouffée. Leurs femmes, pressées autour d'eux et haletantes, les observaient. Au premier signe d'incertitude et d'accablement, elles éclatèrent en reproches. « Ce serait inutile, ce serait insensé !» murmuraient-ils. « Nous verrons bien !» s'écrièrent les femmes. La mère outragée avait saisi une hache. Debout près d'elle, une vieille, dont la tête était entourée d'un mouchoir rouge, jeta bas le fagot de sarment qu'elle portait, et levant sa serpe, dit simplement « Allons !» D'un seul élan, toutes se mirent en marche. Près de la vieille au mouchoir rouge, à la face maigre et ridée, aux yeux noirs comme le charbon, se tenait une jeune fille aux yeux bleus comme le ciel pur, à la magnifique chevelure blonde. C'était l'amie de celle que le gouverneur avait fait enlever pour l'empereur Henri V. Une seule âme animait cette troupe héroïque. Les mains qui n'avaient pas d'armes attrapaient un bâton ferré ou un poinçon. Les sentinelles du château sonnèrent l'alarme. Un officier s'avança. « Que voulez-vous » demanda-t-il aux femmes. « Qu'on nous rende celle qu'on nous a ravie ?» Au hasard, et pour gagner du temps, l'officier répondit. « Et si elle était ici de son plein gré ?» Une telle insulte fut un signal. Harcelés, bousculés, les soldats frappaient aveuglément. La jeune fille aux yeux bleus dressa son front ensanglanté, à côté du mouchoir rouge de la vieille à la serpe. L'assaut fut donné avec une fougue irrésistible. Les blessures des femmes ne servaient qu'à exaspérer la fureur qui centuplait leur force. Elles pénétraient dans des salles, gravissaient des escaliers, trouvaient d'instinct l'entrée des passages secrets, refoulaient tout, s'emparaient de tout. Soudain, à leur clameur de rage, sous les voûtes, succéda un hurlement de victoire. Du fond de sa chambre, sous les lourdes tentures de son lit, l'empereur l'entendit. Entrebâillant la porte, il vit ce qu'il menaçait. C'était quelque chose de si troublant et de si formidable qu'il recula. Derrière sa porte barricadée en hâte, il s'habilla fébrilement. Les yeux remplis de cette triple vision. La vieille femme au mouchoir rouge, la jeune fille au front saignant, la mère levant la hache. Au coup qui entamait les panneaux de chêne, il perdit la tête. Abandonnant sceptre et couronne, il s'enfuit par une porte dérobée et gagna le large. Déjà, la mère serrait sa fille sur son cœur. Elle éclata en sanglots. Enfin, elle pouvait pleurer. Quelques minutes après, toutes les femmes se trouvaient réunies devant l'église, sans s'être plus concertées sur l'action de grâce que sur les moyens d'attaque. Un plan, c'est du temps perdu. Un mot d'ordre, c'est bon pour les hommes. Les femmes, en entrant dans l'église, au lieu de s'installer sur les bancs de gauche, suivant l'usage, s'installèrent spontanément sur les bancs de droite, c'est-à-dire dans la place réservée aux hommes. Quelques hommes s'y trouvaient, mais sans discussion, sans hésitation, ils se retirèrent vers la gauche. Ils s'inclinaient devant un droit conquis de si haute lutte. Alors, en silence, les femmes s'approchèrent de l'autel.
La vieille au mouchoir rouge portait, au lieu de sa serpe, le sceptre. La jeune fille au front saignant portait la couronne surmontée du globe et de la croix. La mère, par-dessus les vêtements déchirés de sa fille, avait attaché le pourpre du manteau impérial. Depuis cette date de 1105, les femmes de Rouffach ont gardé la préséance sur les hommes dans toutes les cérémonies. Aujourd'hui encore, regardez, elles occupent à l'église le côté droit. Quel magnifique livre d'or se pourrait composer avec l'héroïsme des femmes d'Alsace et du monde entier. Ce livre n'aurait qu'un seul défaut, il serait interminable. Et le compte est bon.